C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Politis, et David Revaud-Dallon, rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Bonjour Donc Roselyne. on rappelle votre une de L'Hémicycle, toujours Refaire Nation, puisque c'est un trimestriel. Et votre une aujourd'hui... Oui, Pierre, Emmanuel Macron enfin, propose cette de semaine. passer à la semaine de 4 jours. Nous, on a fait un sondage pour savoir si les Français étaient favorables à une semaine de 4 jours en 32 heures. Et les Français, ils sont très largement favorables. 77% des actifs et 70% des Français. Et même 58% de l'électorat macroniste. Bon, eh bien, on va peut-être en parler à la fin de cette émission si on a le temps. Donc Emmanuel Macron était hier en visite surprise à Marseille, une visite baptisée Place Nette XXL contre la drogue. Le président s'est rendu dans la cité de la Castellane. Le chef de l'État a déjà fait 13 déplacements à Marseille depuis 2017. Emmanuel Macron a déambulé pendant plusieurs heures avec les habitants, selfies, dialogue. Et dans le fond, quoi de neuf sous le soleil? Très bonne question. Cette descente, non pas de police, mais présidentielle sur le terrain de la lutte contre les stupéfiants est une opération de communication bien réglée, comme le président sait les faire. Et on le voit, il est à l'aise dans cet exercice. Il déambule parmi les habitants des cités des quartiers nord. Il répond aux interpellations. On sait qu'il est plutôt vif dans cet exercice, mais ça en rappelle une série d'autres, pour ne pas dire des dizaines d'autres, où dans la difficulté, eh bien, il s'en est tiré par des prouesses de communication personnelle. Donc en réalité, je vais être assez critique, mais sur l'objet de la visite elle-même, c'est-à-dire la lutte contre les stupéfiants, qui a été une grande cause, je dirais pas nationale, mais en tout cas une grande cause, encore une fois, d'affichage. Qui devrait être, qui devrait être une grande cause. Une mais drogue, ça moi, je veux dire, non, mais ça vous tue une société. Bien sûr, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que les priorités du président, c'était la santé. Alors, on peut considérer que les stupes font partie de la santé, l'écologie et l'école. Il n'a pas, pendant sa campagne présidentielle, il n'avait pas érigé en priorité. Or, le ministre Gérald Darmanin, depuis un an, a lancé cette opération Place Nette, communique énormément sur les chiffres des saisies, les opérations, etc. Là, il y a eu une énorme opération de police, mais on voit qu'hélas, et c'est les syndicats de police qui le disent, il s'agit de vider l'océan à la petite cuillère, même si là, on a plutôt utilisé des seaux et qu'effectivement, il y a eu, je crois, 82 interpellations. En réalité, une fois, et tous les habitants le disaient, interrogés, une fois le président reparti, une fois le cirque et le barnum médiatique, voilà, reparti, le trafic repartira de plus belle. Pierre, est-ce que venir aussi dans cette cité, à grand renfort de policiers, c'était aussi montrer qu'il n'y a pas de territoire qui échappe à l'état de droit? Et pourtant, la guerre contre le trafic, on l'a dit, est loin d'être éradiquée. Il est le représentant de l'État, donc oui, partout où il passe, il fait la démonstration qu'il est possible que l'État y mette les pieds. Mais vous parlez d'opération de communication, c'est la militante des quartiers populaires, Fatima Ouassar, qui parlait d'opération j'ai oublié le mot, mais pardon, de diversion. Oui. C'est vrai qu'on sait que dans les quartiers populaires, en ce moment, c'est assez tendu. Il y a eu un drame la semaine dernière, encore en Seine-Saint-Denis. On a encore beaucoup en mémoire dans les quartiers populaires la mort du jeune Naël. Il y a le contexte international. Emmanuel Macron a voulu sans doute faire une démonstration qu'il fallait parler d'autres... diversion. Ouais, plutôt une démonstration de diversion. Et quand on voit en plus en ce moment quelles sont les préoccupations des Français, c'est quand même les préoccupations qui touchent le pouvoir d'achat, la question de chômage. Et d'ailleurs, les Français les habitants de ce quartier de la Castellane qui ont interpellé Emmanuel Macron hier, beaucoup d'entre eux leur parlaient d'emploi, leur parlaient de chômage, donnaient des CV, disaient mon nom de famille ne me permet pas d'avoir un emploi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a touché là quand même ce qu'étaient les véritables préoccupations des Français. Et c'est une opération un peu à double tranchant parce que c'est vrai que c'est la 13e fois qu'il vient à Marseille et les résultats, les Marseillais, ils les voient pas vraiment. Il ne les voit pas vraiment arriver. Donc quand je dis que c'est à double tranchant, c'est que cette opération-là, elle relève presque du ministre de l'Intérieur plus que du président de la République. On sait que le président de la République a beaucoup de ses personnages, de ses proches qu'il a placés un peu partout à Marseille. Le port autonome, la députée qui est maintenant ministre en charge de la citoyenneté qui était avec lui hier. Et donc il s'est entouré de tout. On sait qu'il a une envie particulière sur Marseille. Il a raison parce que Marseille, c'est quand même la deuxième ville française, la deuxième ville de France. D'autant, Pierre, vous pouvez ajouter qu'il est un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Il est aussi un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Donc, moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil qu'il ait cette envie de redresser cette ville. Mais il faut les résultats. Quand vous nommez une opération Place Nette XXL... Ça va pas, la terminologie qui est utilisée, en plus, ça ne va pas. Et vous pouvez pas tout le temps aller à Marseille en disant le problème, c'est la drogue. Et vous avez raison, Roselyne, la drogue, c'est un problème, il faut le prendre à bras-le-corps. Mais le problème de Marseille, c'est surtout la question de l'emploi, la question de l'enclavement. Parce que là, il était à la Castellane, qui est un des quartiers les plus
plus compliqué pour y aller depuis le centre de Marseille. Donc la question des transports, la question des services publics à Marseille, ce sont des enjeux absolument fondamentaux. C'est là-dessus qu'Emmanuel Macron devrait venir faire des annonces. Il y a eu ceux sur les écoles. Encore une fois, c'est les engagements et les résultats, ils attendent d'arriver. Mais il y a aussi le sujet économique. Vous disiez tout à l'heure, il y a des jeunes qui demandaient à Emmanuel Macron, notamment une mère à un moment pour son fils qui ne trouve pas de travail alors qu'il est diplômé, etc. Et Macron dit c'est factotum, prenez le numéro, etc. Mais c'est un classique des visites présidentielles. Nous en avons tous fait et nous avons tous assisté à ce type de scène. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'économie souterraine de la drogue s'est tellement installée que dans le fond, elle est indélogeable de par son système économique? Alors, deux choses là-dessus. D'abord, moi, je pense qu'effectivement, cette économie parallèle, cette économie grise ou clandestine, comme on dit, est à la fois une cause et un symptôme. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux qui s'entretient. On a une précarité dans ces quartiers, on a une impossibilité à trouver du travail parce qu'on a un nom d'origine étrangère, comme ça a été expliqué par ces jeunes, leur CV ne passe pas le mur du son. On a effectivement un enclavement, on a un taux de pauvreté, de chômage assez ahurissant, hein, alors vous connaissez Marseille, on est en pleine ville, c'est pas des banlieues très éloignées, vous avez des cités qui sont pas si loin du centre-ville. Je pense au parc Bellevue, au parc Bellevue, qui est une des copropriétés les plus dégradées de France, avec des situations hallucinantes qui sont à quelques minutes du centre-ville de Marseille. Donc, il y a un symptôme qui fait qu'effectivement, une partie de la jeunesse se tourne vers le trafic de drogue. L'argent facile, en fait. L'argent facile, c'est très facile. 200 €. Voilà, 200 € par jour pour des jeunes. Faites le calcul, ça fait 4 000 € par mois, ce qui est un excellent salaire. Donc, il y a cette tentation-là. Et puis après, il y a quand même un problème qu'il faut se poser. Hein. Moi, je pense que les rodomontades du ministre de l'Intérieur sur le thème « Nous allons éradiquer le trafic de drogue », on en revient toujours au même problème. Souvenez-vous de la prohibition dans les années 30 aux États-Unis. Il va falloir se poser le problème, je suis désolé, mais de la prohibition, de la dépénalisation, de la légalisation, je pense qu'à un moment, il faut arrêter, par hypocrisie politique, de cacher ce sujet que les candidats à la présidentielle ne sauraient voir, puisqu'à chaque fois, c'est le même principe. C'est un vrai sujet. Je ne dis pas que c'est la solution, je pense qu'il faut avoir... Non, mais c'est qu'elle n'a pas été tentée. Elle n'a pas été tentée, il faut avoir un vrai débat sur ce sujet. À l'évidence, la répression ne fonctionne pas. Et comme on le disait, une fois Emmanuel Macron parti, une fois ces belles images et ces belles interpellations et ces belles saisies de cannabis, je crois qu'on a saisi 4 kilos, seront derrière nous, le trafic reprendra comme en 40. Il y avait aussi quelque chose d'important qui a été dit. Malheureusement, on a un petit problème technique, on ne peut pas l'écouter, mais Emmanuel Macron a été interpellé aussi sur Gaza, donc une forme aussi d'exportation du conflit. Parce que, Pierre, c'est une guerre oubliée. Et aujourd'hui, on a des compatriotes, français qui, aujourd'hui, regardent cela avec... il y avait une dame qui disait « ça m'empêche de dormir ». Oui, il y a cette conversation assez poignante de cette femme qui interpelle le président de la République en lui disant « vous êtes quand même le président français, vous pouvez faire quelque chose ». Et qui explique effectivement qu'elle pleure toute la journée de voir les morts, les enfants, les familles déchirées de Gaza. La réponse du président de la République à ce moment-là est un peu... il n'a pas grand-chose à raconter, si ce n'est qu'il dit qu'il fait le nécessaire, il fait ce qu'il peut. Mais faire ce qu'il peut, c'est quoi? C'est sans doute être beaucoup plus ferme vis-à-vis de la politique de Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Premier ministre canadien a annoncé qu'ils arrêtaient de vendre des armes à Israël. Bon, il serait peut-être temps que la France fasse à peu près la même chose. L'arrivée de ce qu'elle dit aussi, cette femme, l'arrivée de vivres et de paquets humanitaires sur la bande de Gaza, ça paraît être la moindre des choses. Et c'est vrai, je ne sais pas si c'est une importation du conflit, mais en tout cas, effectivement, ces quartiers où on sait qu'il y a une population arabo-musulmane plus importante qu'ailleurs, forcément que ça touche davantage. Mais ce qui était assez fort et poignant dans le discours, c'est que c'était pas... Il n'y avait pas du tout de message agressif, c'était vraiment une interpellation en disant mais comment peut-on aujourd'hui se comporter de cette manière? Quel être humain peut se comporter de la telle manière avec des enfants? Parce que ce sont les premières victimes à Gaza, les enfants. Est-ce que Emmanuel Macron a aussi donné peut-être, pas volontairement bien évidemment, et même d'autres dirigeants européens, donnent la prime en quelque sorte, entre guillemets, ou la priorité, on va dire, à ce qui se passe
en Ukraine. Oui, parce que c'est évident, parce que d'abord, il faut le dire ici, sur le Proche-Orient, ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, que la France, que l'Union européenne n'est plus un acteur majeur, si tant est qu'il l'a été un jour. Je crois que Benjamin Netanyahou, les appels d'Emmanuel Macron ou de l'Union européenne arrêter les combats, je crois que c'est le dernier cadet de ses soucis quand vous voyez que même les incitations et les exhortations de Joe Biden, qui est son principal allié, ne portent pas. Donc ça, c'est la première chose. En réalité, la France, il suffit d'avoir accompagné les présidents, vous l'avez fait, je crois, au Proche-Orient, en Israël, à Ramallah, etc., pour le constater. Et puis, c'est vrai que l'Ukraine, d'abord, c'est près de chez nous. D'abord, l'Union européenne, pour le coup, est un acteur majeur de l'aide à l'Ukraine, soutien financier et bien sûr soutien militaire. Là, pour le coup, nous avons un poids et un rôle à jouer. Et puis, il faut rappeler que dans la campagne européenne qui s'ouvre et qui est mal engagée pour la liste macroniste, dans laquelle qui est distancée, je le rappelle, de 12 points selon le dernier sondage Ipsos par Jordan Bardella, la liste macroniste et la Macronie a fait de la guerre en Ukraine un argument, de vente électorale, pardonnez-moi d'être bassement matériel et cynique, mais c'est le cas. Et dans sa lutte contre le Rassemblement national, pour essayer de réduire l'écart et de réduire le break qu'est en train de faire Jordan Bardella, eh bien Emmanuel Macron, son gouvernement et la liste Renaissance essayent d'utiliser ce conflit pour expliquer que voilà, la position de la Russie, à tout le moins, et c'est un euphémisme, n'est pas clair. La position du RN, n'est pas claire à l'égard de la Russie. Donc ça, c'est l'argument de vente électoral numéro 1. Vous aurez remarqué que d'autres listes, je pense bien sûr à la France insoumise, qui a, pour le coup, fait de la guerre à Gaza son argument de vente numéro 1, notamment en nommant Rima Hassan sur la liste au poste éligible, sur la 7e place de la liste. Oui, et d'ailleurs, on voit que chacun nomme des personnalités en fonction de ce qui peut les animer. Vous parliez de la France insoumise. Les Républicains viennent de nommer le général Gomard. Ancien chef du renseignement des militaires. Voilà. Frontex, l'ancien patron de Frontex. Pour le Rassemblement national, donc chacun fait sa petite tambouille dans son coin. Je sais pas. Et en tout cas, vient prendre des personnalités de la société. N'oubliez pas les agriculteurs. C'est ce que j'allais dire. Vous vous souvenez, au moment où on était encore en pleine crise agriculteur, on vantait chacun des têtes de liste disait moi aussi j'ai un agriculteur en 2e position, moi aussi j'ai un agriculteur en 1re position. Ce que je veux dire, c'est que en regardant à peu près la liste de chacune des formations politiques, il y a quand même une diversité des acteurs. Et c'est vrai que sans doute on n'aura jamais autant, comme le disait avec ironie Manuel Bompard, le patron de la France Insoumise, disait jamais on aura connu autant qui était en 7e position sur une liste. Rima Hassan, qui fait l'objet de critiques qui me paraissent absolument infondées, totalement infondées. Elle s'est expliquée quand même plusieurs fois, et je note là quand même une espèce je vais faire de l'anti-confrère, mais de faiblesse ou de malhonnêteté intellectuelle pour son cas à elle, parce qu'elle prône un État national où vivraient 2 communautés, qui seraient la communauté juive et la communauté palestinienne. Elle n'a jamais demandé à ce que l'État d'Israël disparaisse. Je trouve qu'il y a une un État binational où les 2 communautés vivent ensemble, ça s'appelle la disparition de l'État d'Israël. Excusez-moi. Non, c'est 2 familles, 2 histoires qui vivent et qui cohabitent ensemble. Comment s'appelle cet État? Quel est son périmètre? Je crois qu'elle explique très bien. Ça reste l'État d'Israël, mais dans lequel les musulmans, dans lequel les Palestiniens ont des droits qui sont des droits similaires. Non, elle ne dit pas du tout ça. Elle ne dit pas que ça reste l'État d'Israël. Je crois que vous devriez relire ces déclarations, réécouter. Elle dit qu'il s'agit d'un État binational. Et donc, par définition, un État binational, ce n'est pas l'État d'Israël. C'est un État Israël-Palestine, Palestine-Israël, je ne sais pas. Et c'est bien le problème. C'est qu'elle reprend effectivement la vieille ancienne des antisionistes et de ceux qui sont opposés à l'existence de l'État d'Israël et qui donc veulent l'éradiquer, de la rivière à la mer, donc du fleuve Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Et ce slogan, évidemment, porte en germe, par définition, la disparition de l'État d'Israël. Et c'est bien ce qui lui est reproché. J'ai bien écouté les différentes interventions de Rima Hassan à son meeting de Villepinte samedi. J'ai bien écouté son intervention sur France Inter hier. Et pardonnez-moi, c'est pour le moins une ambiguïté qui me semble nécessaire de lever. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'ambiguïté du tout. Enfin, je pense qu'elle a grandi, elle vient des camps de réfugiés, elle a grandi avec cette idée qu'il fallait 2 États, reconnaissance de l'État d'Israël et reconnaissance de l'État de Palestine. Elle fait la démonstration aujourd'hui qu'elle n'y croit pas, et je pense que
elle est quand même bien placée pour considérer qu'elle n'y croit pas, et on voit bien qu'aujourd'hui la politique d'annexion continue et que la colonisation continue sur les territoires palestiniens, que donc du coup son ambition c'est de se dire voilà, il y a un territoire qui existe, et il faut que nos deux populations puissent cohabiter ensemble avec des droits similaires. Et je crois qu'il n'y a pas plus humaniste et plus pacifiste que de proposer cette option-là. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place si on est sur une solution à 2 États et qu'on reste attaché en même temps qu'à la création d'un État pour les Palestiniens et à l'État d'Israël, c'est vraiment une question. C'est vraiment une question. Si, elle semble y avoir. Non, elle ne pas parce que c'est la position de la France insoumise. C'est la position de la France insoumise, c'est une solution à 2 États. Elle n'est pas sur la position de la France insoumise. Elle l'a dit, elle l'a encore dit hier. Pas du tout, puisque ça a fait un débat au sein même de la France insoumise et que certains responsables des insoumis étaient opposés à son intégration dans la liste parce que précisément elle n'était pas sur la position de la France insoumise. J'ai bien écouté. Si vous avez écouté son intervention, elle a fini par dire j'ai accepté de rejoindre une liste avec qui a une position très claire qui est celle de la position d'une solution à 2 États. Solution à laquelle elle se range compte tenu du fait qu'elle appartient à cette liste. Ce qui n'explique pas pourquoi elle prône un État binational, comme vous l'avez très justement rappelé. Une solution à 2 États, ce n'est pas un État binational. Elle est une avocate spécialiste. Parce que la solution à 2 États, on l'entend dans la bouche de tous les dirigeants. Bien sûr, elle est une avocate. Ça me semble être la bonne solution, mais même si on en est loin, et même s'il y a des obstacles sur le chemin de la paix de la solution à 2 États, je crois que voilà, c'est quand même la solution. Elle est une avocate spécialiste du droit international. Quand on fait de la politique, on a le droit d'avoir une perspective idéale, voire idéaliste. Bien sûr. Sauf que la perspective idéaliste qui serait celle d'une solution à 2 États, c'est pas qu'elle la sent pas, c'est son idéal évidemment. Sauf qu'on voit qui n'est pas en raccord avec la position de la liste insoumise qui elle si, c'est ce que je suis en train de vous dire. À 2 États. Mais l'idéal c'est la solution à 2 États, c'est pas possible. Donc elle suggère en tout cas dans sa pensée qu'il y ait deux populations qui puissent habiter ensemble. La solution à 2 États, c'est la position de la liste insoumise. Elle n'est pas sur cette position, c'est tout. Elle est totalement sur cette position. Même les insoumis l'ont dit, et même certains insoumis se sont émus du fait qu'elle était en décalage avec la position de la France insoumise. Donc voilà, ne travestissons pas la réalité. Je ne travestis pas, je dis juste qu'elle a même expressément dit qu'elle avait le choix de rejoindre cette liste et que donc du coup elle rejoignait les positions de la France insoumise. C'est pas ce qu'elle a expliqué. C'est pas ce qu'elle a expliqué, comme vous le disiez très justement au début de votre intervention. On a compris. Enfin, chacun ira voir les discours de Rima Hassan. Voilà. Merci à tous les deux. Et donc, je rappelle, vos une respectives, l'hémicycle et Politis. Les 32 heures. Les 32 heures, ouais, on n'en a pas parlé, mais on va en reparler, je vous promets. Une autre fois. Ça serait cool, ça. Bon, merci. Ça serait cool.